Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tordre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 8e numéro de Lucarne Opposé est désormais bientôt disponible. Un numéro consacré aux idoles méconnues du monde Lucarne Opposé, ces légendes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique qui n'ont pas su ou n'ont pas pu se faire connaître de l'Europe. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode. Soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr de partager notre contenu en masse. Trêve d'auto-promotion, rentrons dans le lard de cette 3e saison d'Efrika, rentrons dans le vif de notre sujet du jour, la notion de mercato en Afrique. On dirait presque un sujet de mémoire ou un sujet de thèse. Histoire de bien débuter cette nouvelle saison, j'ai réuni la Dream Team d'Efrika, les Avengers de l'Afrique sur Lucarne Opposé. Farouk Abdou, comment vas-tu Farouk ? Bonsoir Simon, bonsoir Pierre-Marie qui est à côté de moi, qui va être présenté dans pas longtemps. Bonsoir à tous les auditeurs d'Efrika et tous les lecteurs de Lucarne Opposé. Extrêmement heureux de rempiler pour une 3e saison du podcast africain de Lucarne Opposé, en espérant avoir beaucoup de sujets intéressants à vous proposer. Mais on n'en doute pas, en tout cas je n'en doute pas, vous êtes toujours force de proposition vous deux. Eh bien oui, puisque le deuxième, tu l'as dit, c'est Pierre-Marie Gosselin, comment vas-tu ? Bonsoir Simon, bonsoir à tous, bonsoir Farouk, je te renvoie les commodités d'usage. Écoute, ouais, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Pour ma part, j'étais pas présent. J'étais pas sur le dernier podcast sur le foot dans le monde arabe, du coup, écoutez, vous m'avez manqué. Écoute, toi aussi tu nous as manqué. C'est la coutume, c'est la tradition sur Efrika quand tu es en plateau, quand tu es avec moi. Comment vont les petits d'Abisport ? Est-ce que tu as des nouvelles ? Ouais, bien sûr, j'ai des nouvelles, forcément. Après, c'est un peu dur de parler d'eux parce que la dernière fois qu'on en avait parlé, justement, ils étaient en plein championnat, en tête de leur poule, avec comme unique et seul objectif la montée en 2e division. Ça doit faire quoi, 3-4 mois plus tard, ils sont en préparation d'une nouvelle saison en 3e division, malheureusement. Ils sont qualifiés pour les playoffs. Le championnat était divisé entre les équipes du Nord qui faisaient un petit championnat, les équipes du Sud qui faisaient un petit championnat, et puis les deux premiers de chaque poule s'affrontaient pour un play-off. Ils se sont fait éliminer en demi-finale. Donc c'est un petit peu la tuile. Là, ils sont en préparation pour repartir en 3e division. Pas facile de motiver tout le monde. Mais bon, ça fait partie des lois du jeu. Et puis sinon, pour les tout petits, on arrive en période de rentrée scolaire aussi du côté de Cotonou au Bénin. Et donc là, ils sont un petit peu dans l'effervescence. Toujours avant de commencer la rentrée scolaire, il y a plein de petits tournois qui sont organisés dans les quartiers. Donc ils jouent beaucoup. Ils gagnent pas beaucoup, mais ils s'amusent. C'est le principal. Tantôt en finale, tantôt en demi-finale, tantôt en poule. Ils continuent leur apprentissage. Puis, comme vous avez dit, ils s'amusent et c'est le principal. C'est le principal. Le football doit être un plaisir avant tout, surtout pour les petits. Bon, parlons-en de ce mercato africain. Qu'est-ce que c'est qu'un mercato africain ? Existe-t-il un mercato africain ? D'ailleurs, avant d'aborder le cœur du sujet, évacuons tout de suite une question. Une question que moi, je me pose en tout cas, et peut-être nos auditeurs, comment se positionne l'Afrique, puisque là on va parler du continent, mais comment se positionne l'Afrique par rapport aux autres continents ? L'Europe, l'Asie, l'Amérique ? C'est-à-dire par rapport en termes de valeur du marché Par rapport au mercato, là on va parler du mercato continental, mais comment se positionne l'Afrique par rapport aux autres pays en termes de mercato extra-continental ? Ah, ok, là je comprends un petit peu mieux. On peut pas dire que ce soit à la même hauteur que l'Amérique du Nord, l'Asie, incomparable avec l'Amérique latine, bien sûr. Il y a quand même des mouvements, il y a des joueurs qui partent en Europe. On a l'impression que beaucoup de championnats sont remplis de joueurs africains. Attention, il y a aussi énormément de joueurs qui sont formés en Europe, qui sont français, nés en France, grandis en France, mais qui sont internationaux ou qui ont fait des sélections avec une équipe africaine qu'on dit que c'est des Africains alors qu'en fait c'est plus des Français.
Donc c'est pour ça que voilà, faut pas non plus avoir cette illusion-là. Le marché des joueurs africains qui s'exportent, il n'est pas si important que ça. D'accord. Il y en a quand même beaucoup. On en voit en Europe de l'Est, en Europe du Nord, partout. Mais il suffit de regarder par exemple le nombre de joueurs africains là, qui vont jouer la Ligue des Champions. Je crois que j'ai vu la liste, c'était 5 pour cette saison. Donc c'est très peu et ça montre quelque part aussi. Les joueurs vraiment formés en Afrique, venant d'Afrique. Des Africains grandis, formés en Afrique, il n'y en a que 5. Seulement 5. Ouais. Ça peut paraître surprenant, à part Thomas Partey qui joue du côté de l'Atlético, c'est des... Oui, toutes les principales filières sont désormais tous les binationaux qui sont formés dans les structures européennes. On parle de la France, mais aussi en Angleterre. Ces Africains-là qui sont maintenant beaucoup plus les mieux positionnés pour prétendre à des places de titulaires. Mais il peut y avoir des tendances qui peuvent changer. Là, comme on le parlait en termes de positionnement de l'Afrique au niveau des flux, forcément, on connaît les principaux pays pourvoyeurs qui toujours sortent beaucoup de joueurs vers l'Europe, que ce soit les Nigérians, les Ghanéens. L'Algérie, avec un nouveau robinet qui s'est ouvert, et on en reparlera tout à l'heure. Mais aussi, même s'il est beaucoup plus modeste, il y a un flux qui entre vers le continent, que ce soit plusieurs joueurs qui ont été en échec et qui essayent de se relancer, que ce soit au Maghreb ou en Afrique saharienne, les binationaux qui n'ont jamais connu le pays et qui essayent de trouver une perspective de relancer leur carrière, et des fois quelques petites... On en avait parlé sur Africa. On en avait parlé dans la saison 1 d'Africa, et aussi des fois quelques petites apparitions sud-américaines exotiques, en particulier au Maghreb. C'est un flux beaucoup plus modeste que sur les autres continents, mais pas si anecdotique que ça. D'accord, très bien. Très bien, bon alors... Focalisons-nous sur concrètement sur notre sujet du jour, sur le continent. Donc, on sait que le professionnalisme ne va pas de soi partout en Afrique, que certains pays ont du mal, ne serait-ce qu'à mettre en place un championnat de première division. Là, je me tourne surtout vers toi, d'ailleurs, en fait, Pierre-Marie, qui est plutôt, parce que là, je parle plutôt des pays d'Afrique subsaharienne. Est-ce que, du coup, on peut véritablement parler d'un mercato intra-africain ? Oui, bien sûr, on va avoir l'occasion justement de l'aborder. Et c'est en ça que c'est intéressant, justement, c'est parce que effectivement, il n'y a pas énormément de transferts. On entend parfois des joueurs qui viennent signer en France, à Dijon. Le moment entre la signature, là, par exemple, que je retrouve son nom, le joueur congolais d'AS Vita Club qui a signé à Dijon, Muzinga, le latéral, Muzinga qui a signé à Dijon. Bon, c'était un grand joueur sur le continent, à l'AS Vita, qui a joué la Ligue des Champions, qui est titulaire avec les Léopards du Congo, tout ça. Bon, il a signé à Dijon, un petit peu dans l'anonymat. Donc là, c'est en ça que c'est pas forcément un mercato qui fait beaucoup de bruit, mais c'est un mercato qui existe vraiment. Et notamment, par exemple, quand on parlera un petit peu plus précisément du cas du tout-puissant Mazembe, on peut s'apercevoir que les clubs font des transferts avec des joueurs qui viennent de différents pays, pas forcément des pays voisins, pas forcément même des pays de la même région. Et c'est en ça aussi que ce mercato il est intéressant, il ouvre des perspectives nouvelles pratiquement chaque année. Par exemple, il y a énormément de joueurs ougandais qui ont signé en Égypte ou au Maghreb, aussi du côté de Berkane pour Kadou, qui avait fait une excellente CAN et qui du coup a réussi à trouver un point de chute très intéressant, parce que le club de Berkane est très ambitieux et vise les premiers rôles au Maroc de manière durable pour les prochaines années. Signer un attaquant pareil qui s'est fait remarquer avec une excellente CAN avec son pays, on aurait pu penser qu'il aurait peut-être une porte d'entrée en Europe. Signe aussi qu'on a toujours ce flux-là. En fait, en ce qui concerne ta région, il y a des gros pouvoirs d'attraction qui sont le TPM, qui sont plusieurs pays sud-africains qui ont les moyens de se payer des joueurs venant des pays voisins. Mais sinon, il y a la principale tendance, et qui reste encore assez forte, c'est qu'il y a toujours la passerelle du Maghreb pour beaucoup de joueurs d'Afrique subsaharienne qui trouvent, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, un tremplin pour pouvoir se faire remarquer dans une compétition qui est la Ligue des Champions africaine ou la Coupe de la CAF, qui sont télévisuellement disponibles et donnent une fenêtre d'exposition pour que l'Europe puisse lorgner vers eux. L'Europe ou même l'Asie, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus... qui vont en Chine. On aura l'occasion d'en parler aussi. Ouais, en Chine et dans les Émirats. Par exemple, la star de la dernière CAN, Belaïli, qui va signer... Une histoire un petit peu particulière, mais qu'il se retrouve au golf dans les circonstances sont logiques, mais disons que il y avait peut-être d'autres manières. Parlons-en maintenant, Belaïli, pourquoi c'est une histoire si particulière ? En ce qui concerne Youssef Belaïli, déjà le fait qu'il ait réussi à être un cadre de la CAN et un des principaux instigateurs de la victoire algérienne est un petit peu
tombe un petit peu de nulle part quand on voit son parcours. Et c'est un parcours extrêmement talentueux, mais qui a été parsemé d'embûches dont beaucoup de joueurs ne seraient pas revenus, que ce soit son retour tumultueux en Algérie après avoir fait des bonnes années à l'Espérance de Tunis sans arriver à vraiment faire l'équilibre entre ses belles prestations et la discipline. On pensait que le retour en Algérie lui coûte très cher. Là, avec l'USM Alger, il va loin en Ligue des Champions. Tombe ce contrôle positif à la cocaïne qui, dans un premier temps, l'avait condamné à 4 ans de suspension, à 8 en appel avant que ce soit finalement 2 ans. Ce transfert qui vient de nulle part à Angers, au moment même alors qu'il avait quasiment 2 ans sans jouer. Le fait qu'il reste plusieurs semaines avec la réserve avec Angers, qu'on se demandait s'il allait jouer et que d'un coup, paf, je retourne à l'Espérance de Tunis. Il fait 3 ans magnifiques à l'Espérance de Tunis où il leur fait gagner des Ligues des Champions. Place de titulaire en équipe d'Algérie, champion d'Afrique. C'est un parcours qui aurait pu finir avec un conte de fées magnifique, avec l'intérêt qui avait été évoqué de l'Olympique de Marseille. Mais il y a eu peut-être pas une volonté de s'aligner là-dessus. Et au moment même où il y avait des atermoiements là-dessus, il est arrivé ce qu'on va appeler entre guillemets le contrat d'une vie, avec un des forts pôles d'attraction au golf qui met le prix et qui propose un contrat de plusieurs millions sur 4 ans. Quand un joueur comme Youssef Belaïli, aussi talentueux soit-il, sort d'un parcours comme ça sur plusieurs années où il aurait pu finir dans l'anonymat le plus total et sa carrière être brisée, quand on voit la trajectoire en dents de scie qu'il a eue, au fond on comprend cette décision d'être parti au golf, même si la CAN aurait pu lui ouvrir les portes de l'Europe. D'accord. Tu as parlé du TP Mazembe, Pierre-Marie. Justement, quand on est un puissant comme ça en Afrique, comment on fait son mercato? Le TP Mazembe, c'est un des plus grands clubs d'Afrique, à l'instar de certains clubs maghrébins. Ça vaut pour certains clubs maghrébins, pour certains clubs égyptiens, mais là, prenons l'exemple du TP Mazembe, qui est en plus un club d'Afrique subsaharienne. Comment on prépare un mercato, du coup, pour la Ligue des Champions? Souvent. Oui, souvent avec des objectifs toujours sportifs très élevés. On vise rien d'autre que le titre national et final, si possible le titre en Ligue des Champions ou au mieux le dernier consolation, Coupe de la Confédération de temps en temps si on s'est raté en phase de poule, mais ce n'est qu'en lot de consolation. C'est intéressant parce que malgré tout, le TP Mazembe, c'est un club qui arrive à retenir ses joueurs, peut-être plus que même des clubs maghrébins, peut-être à l'instar des clubs sud-africains où c'est difficile d'aller déloger les stars. On sait dans le passé l'épopée 2009 qui les a amenés jusqu'au tour de l'Afrique et à la Coupe du Monde des clubs. Il y a eu très peu de joueurs finalement qui sont partis en Europe parce que par exemple Trésor Mputu, on peut le dire. Et on pensait qu'Mputu pendant des années, aussi talentueux et instable soit-il, il allait finir par partir, mais c'est finalement les conditions financières qu'il y avait au TPM qui l'ont un peu fait rester là-bas. Exactement, parce que le TP Mazembe ne veut pas se faire arnaquer, parce que c'est juste pour rebondir en même temps, comme ça on va balayer ça. Par rapport au cas de Belaïli, moi, il y a quand même un truc qui est intéressant par rapport aux clubs asiatiques qui viennent recruter en Afrique, c'est qu'ils payent. Ils prennent des joueurs qui sont sous contrat et ils vont les acheter. Alors que la tendance, je ne veux pas dire européenne pour ne pas globaliser quand même, mais la tendance des clubs français, c'est plutôt d'attendre d'avoir des joueurs en fin de contrat et de les signer gratuitement. Au dépend donc des finances des clubs africains. Au dépend des finances des clubs africains, c'est pour ça que on a beaucoup des clubs d'Afrique subsaharienne dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui n'arrivent pas forcément à tirer profit de la vente de leurs joueurs vers l'Europe parce que on essaye de faire partir les joueurs en fin de contrat. Alors vous allez voir que ça marche aussi d'Afrique à Afrique parce que le TP Mazembe a aussi un petit peu cette politique-là de prendre des joueurs qui sont libres. Et pour répondre un peu à ta question de comment ça s'articule, j'ai l'impression que le TP Mazembe, cette année en tout cas, son mercato était aussi un petit peu dépendant de ce qui s'est passé à l'extérieur. Il y a plusieurs joueurs qui ont été demandés en Belgique, à Anderlecht, dont par exemple Arsène Zola, qui était international, latéral gauche, qui, pour la petite histoire, il a raté son essai, il a disparu. Il s'est volatilisé en Belgique, il n'est pas rentré à Lubumbashi. Il est parti tenter sa chance pour essayer d'obtenir un contrat ailleurs, pour dire que c'est quand même une vie sacrément précaire. Alors que le gars est international, a fait une bonne CAN, je ne sais pas combien de sélections et puis de titularisation en Ligue des Champions. Enfin voilà. Bon, pour clôturer un petit peu ça, donc le TP Mazembe, il est quand même dépendant des départs de ces joueurs-là, qui sont souvent des cadres et qui sont souvent des joueurs à forte valeur sur le terrain. Et là, cette année, le dossier, c'était Ben Malango, meilleur buteur de la Ligue des Champions l'an passé, je ne crois pas que je dis une bêtise, qui est parti du côté du Raja.
Pas forcément, on a l'impression, en tout cas, la manière dont ça a été projeté dans la presse, on s'est dit que c'était plutôt subi par le TP Mazembe et que c'est plus le Raja qui a forcé les choses et ils se sont retrouvés face au fait accompli. Bon, Oui, il y a deux voilà, points de vue, parce qu'en fait, dans des circonstances un peu controversées, et ce n'est pas la première fois que justement qu'un joueur RD congolais arrive au Raja dans ces conditions-là. Ils avaient pris Mabidé de Sfax avec 2 points de vue. Le club d'où le joueur est parti qui dit qu'il est toujours sous contrat, et le joueur qui dit qu'il est libre, et donc libre de venir s'engager au Maroc comme il le souhaite. Ça s'est un petit peu fait dans ces mêmes circonstances pour Malango, mais en tout cas, là, force est de constater que c'est le Raja qui l'a comme nouveau renfort c'est de clair. poids. Il est maintenant avec le maillot du Raja sur les épaules. Alors du coup, une fois que ce départ est parti, que voilà, ça a libéré aussi de la place sur la masse salariale et ça a forcément dû orienter un petit peu le mercato du TP Mazembe qui du coup s'est beaucoup focalisé sur l'attaque. Ils ont renouvelé leur ligne d'attaque complètement avec Meshak Elia aussi qui est parti du côté de la Belgique. Et on se retrouve avec un recrutement qui est très intelligent, moi qui me fait penser un petit peu au recrutement justement post-période 2009 quand ils sont allés chercher les jeunes Zambiens et les jeunes Tanzaniens. Pour essayer de sortir, de révéler des talents qui ne sont pas forcément des jeunes de 16 ans, mais on va chercher des jeunes de 20, 21, 22 ans qui ont peut-être déjà un petit peu confirmé localement et qui peuvent exploser au TP Mazembe. Et cette année, c'est marrant parce qu'on se retrouve avec donc 2 Tanzaniens qui arrivent. Pour donner leur nom, bon, forcément, ça ne parlera pas au grand public. Eliud Ambokile qui arrive de Mbeya Cité et Ramadani Yaya, lui, il est un petit peu plus connu parce qu'il est international tanzanien, qui arrive de Azam. Donc on a ce double renfort-là qui arrive de la Tanzanie pour les lignes d'attaque. On voit qu'ils ont aussi récupéré des Ghanéens, Torik Gebrin, Torik Gebrin, qui était du côté qui était en Égypte après 3 ans en Turquie. Donc voilà, c'est un joueur qui n'a pas réussi, un Ghanéen qui n'a pas réussi son exportation en Europe, qui est retourné en Égypte, parce qu'il peut-être il faut revoir ses ambitions à l'ABS et essayer de rebondir sur un nouveau challenge. Et donc là, il se retrouve 3 ans plus tard, même pas 2 ans plus tard, après la Turquie au TP Mazembe. C'est pas mal pour lui. Et puis on a un autre joueur. Ils ont également recruté 2 jeunes Ivoiriens. Même chose, 21, 23 ans, du côté de San Pedro. Donc là aussi, c'est pas des grands noms. Ils ont du CO Sport. Du CO Sport non, même pas, du FC San Pedro. Pas du CO Sport. Et ils ont un petit peu leur star de leur mercato. Ça a été le latéral gauche ivoirien de l'ASEC Abidjan. Son nom m'échappe, je ne veux pas plutôt que dire une bêtise, je vais rien dire. Qui a été signé là en toute fin de mercato et qui est un petit peu la grosse recrue du TP Mazembe. Et juste pour finir, le dernier gars, c'est cette fois-ci un joueur libre. Donc voilà, en alternance, on va chercher un jeune, on va chercher un truc. Un joueur libre qui a fait qui a roulé sa bosse en Tunisie, Jacques Besson, club africain, Espérance, qui vient faire son truc au TP Mazembe. Et juste la dernière recrue, là c'est le pari. Parce que voilà, le TP Mazembe aussi fait des paris. Ils ont mis, on parle de 36 000 € sur Transfermarkt. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais pour un jeune défenseur zambien, tout juste international U23. Donc voilà, TP Mazembe va chercher des joueurs gratuits comme les Ivoiriens, les Ghanéens, tout ça. Et puis il va parfois tenter le pari sur un petit jeune où il va mettre une petite somme parce qu'il se dit que ça va repartir. Et puis des gars expérimentés. D'accord. Là, tu nous parles du coup du TP Mazembe, club congolais. Tu nous parles de flux qui viennent de Tanzanie, de Côte d'Ivoire, même du coup un peu d'Égypte et de Tunisie. Est-ce qu'on arrive à identifier des flux particuliers de pays à certains, d'une région à une autre, pardon. Justement, par exemple, le TP Mazembe qui est du coup dans Congo, donc Afrique relativement centrale. Est-ce Tanzanie, c'est pas loin au niveau de la région, Côte d'Ivoire non plus. Est-ce que par exemple les clubs sud-africains viennent pêcher près de leurs frontières? La Tanzanie n'est pas loin non plus. Et du coup, est-ce que les clubs du Maghreb ne piochent quasiment exclusivement qu'entre eux C'est très marqué parce que en fait, le tout-puissant Mazembe et les clubs sud-africains, la zone COSAFA, c'est leur vivier, quoi. Zone COSAFA, c'est-à-dire l'Afrique australe plutôt. L'Afrique australe qui était le principal allié de l'actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad. C'était eux qui étaient la coalition qui a favorisé son élection quand il a été intronisé à la tête de la CAF. Ça, c'est cette zone du continent
il est assez rare qu'on ait des flux où il y a des pays du Maghreb qui vont directement repérer là-bas. C'est vraiment des zones où c'est souvent l'Afrique du Sud où le TPM, à l'instar de ce qui a été fait avec les jeunes Zambiens et Oli Mengu, à l'époque il avait été pris, ce sont deux pôles d'attraction qui prennent beaucoup dans ces viviers-là, et souvent le Maghreb opte pour d'autres zones. Des fois, il y a un petit peu des variations au niveau des repérages, et comme ce qui différencie, c'est que un club comme le TP Mazembe, comme Pierre-Marie vient de le décrire, varie beaucoup ses manières de repérer. Il y a soit on va chercher le principal joueur d'une équipe un peu plus modeste en Ligue des Champions, qui arrive à se faire remarquer, qui passe 3-4 tours, mais qui n'est pas généralement en quart de finale, mais qui a 2-3 bons joueurs, on essaye de les prendre. Quand il y a des joueurs un petit peu en échec, mais qui ont des références, comme Jacques Bessan, qui est quand même 30 buts en 100 matchs de championnat tunisien, c'est quand même pas non plus... Correct. C'est très correct en 5-6 saisons. Il y a cette manière de regarder les sélections U23, c'est parce que c'est toujours un bon repère pour trouver des gars intéressants. Ils ont quand même différentes manières de faire, et c'est bien de ne pas s'enfermer dans une seule stratégie, parce qu'au final, on ne devient pas dépendant ni d'une région, ni d'un profil particulier, ni d'une trajectoire en particulier. On essaye de varier au maximum, mais c'est quand même une stratégie beaucoup plus viable que de rester tributaire que d'une seule manière de faire. D'accord. Et comment on scoute, du coup, en Afrique ? Ben justement, c'est marrant, j'allais justement rebondir un peu sur ça. En parlant d'un cas d'un club maghrébin, je trouve qu'il y a une politique de recrutement qui a l'air de s'inspirer d'un scouting justement entre guillemets Ligue des Champions ou Coupe de la Confédération, ou scouting parce que voilà, on joue les coupes continentales, ça nous permet de voir d'autres joueurs. C'est Berkane. C'est Berkane qui, l'année passée, ou il y a 2 ans, ils achètent un attaquant togolais. Labakojo. Labakojo, voilà, qui justement est parti dans les Émirats, encore voilà, contre un petit peu d'argent qui permet à Berkane qui fait une de racheter sacrée d'autres saison, joueurs. et puis qui est acheté au prix fort. Ils avaient acheté avant ça Simon Msuva, le Tanzanien, même chose, qu'ils avaient vu jouer avec Simba. Donc c'est vrai que ça se voyait pas forcément avant. Avant, c'était surtout, pour moi, c'est les agents. Principalement, c'est un agent... Par exemple, Jacques Bessan, j'imagine qu'il a en Tunisie. Repère un potentiel et il essaye de le vendre à un plus gros club. Exactement. Le Jacques Bessan, par exemple, je crois, il est arrivé Zarizis peut-être. Zarizis, oui. Et puis à partir de là, il a fait 4-5 clubs. Une fois qu'il était implanté, c'était beaucoup plus simple pour lui de faire un petit peu tous les clubs du milieu de tableau. Un agent a dû lui faire la passerelle Bénin-Tunisie. Il a atterri là-bas et puis il a réussi à se montrer, à créer sa carrière. Un autre exemple d'un autre joueur béninois, cette année, qui est parti au club africain pour un essai. J'ai son nom qui m'échappe, je ne vais pas dire une bêtise, qui a une sélection, qui a juste une sélection avec l'équipe nationale, mais sinon qui a pas mal joué avec la sélection locale, qui est parti faire son essai du côté du club africain. Il a passé 2 mois et puis il est rentré au Bénin. Ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de scouting ou quoi que ce soit. Bon, si, forcément, il y a des vidéos parce que le joueur a des matchs qui sont télévisés. Donc, les recruteurs, ou la direction du club africain l'a déjà vu avant de le voir. Mais c'est un agent qui est venu toquer à la porte et qui a donné cette opportunité-là. Après, je pense que ça, c'est quand même spécifique à certaines zones. Il y a quand même, pour moi, par exemple, les Nigérians, ils peuvent jouer partout. Il va y avoir des Nigérians dans tous les championnats d'Afrique. Ça, qui s'adaptent très facilement. Ma main c'est dû à quoi, ça ? C'est leur capacité de s'exporter, c'est leur capacité de s'adapter. Déjà, ils sont anglophones, donc peut-être que ça aide de pouvoir aller vraiment dans tous les coins du continent. Forte concurrence. Et puis, forte concurrence, exactement. Quand on sait que, tiens, c'est un Nigérian, dans l'esprit des gens, un Nigérian, c'est un gage de qualité. C'est un gage de qualité. Le Brésilien, quoi. Et donc, il y a vraiment les Nigérians qui sont un peu partout. Sinon, c'est vrai que c'est quand même assez régionalisé, le foot africain. En Afrique de l'Ouest, on va plutôt avoir tendance à avoir des joueurs ouest-africains. Il va y avoir des Béninois en Côte d'Ivoire, il va y avoir des Ghanéens en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, même chose. Après, avoir un Sud-Africain ou un Éthiopien ou un Tanzanien en Côte d'Ivoire, c'est plus compliqué. Et même chose en Afrique de l'Est. Kenya, Tanzanie, Éthiopie, Ouganda, tout ça, là, ça se mélange. Simba, on a pas mal suivi Simba ces dernières saisons sur Africa. Oui. Joueur vedette, Mehdi Kagere la saison passée, rwandais, pardon, et Emmanuel Okwi, ougandais. Donc voilà, ça brasse. Emmanuel Okwi qui était passé dans un premier temps en Tunisie. Oui, du coup, Pierre-Marie, tu nous as parlé un petit peu de flux. On a parlé un peu plus des flux. Vous avez dit que c'était, qu'il y avait une tendance à piocher d'une manière assez régionale autour des pays concernés.
On sait en Afrique qu'il y a des sous-confédérations. Je pense par exemple à la Confédération d'Afrique du Nord de football. L'UNAF. Voilà, l'UNAF, l'Union nord-africaine de football. Quel est le poids de ce genre d'institution dans les mercatos africains ? Eh ben, récemment, il y a eu une réforme qui est très intéressante et si elle est appliquée dans tous les pays membres, va pouvoir complètement bouleverser les effectifs des pays concernés. Pour réexpliquer rapidement, l'UNAF, c'est l'Union nord-africaine de football qui recouvre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Et en fin d'année dernière, il y a eu une recommandation de l'UNAF qui suggérait, pour lever les limites de joueurs étrangers et ne plus comptabiliser des joueurs membres des pays de l'UNAF dans un autre pays comme étant étrangers, et donc prenant les spots d'étrangers, par exemple en Tunisie c'est limité à 3 ou 4, et ben, l'UNAF a fait une recommandation pour dire qu'on va favoriser le free market entre les joueurs des pays membres et que, par exemple, si des joueurs algériens ou marocains étaient recrutés en Tunisie, ils ne seraient plus comptabilisés comme des étrangers, mais comme des joueurs tunisiens locaux. Cette directive a été adoptée par la Tunisie pour les derniers mercatos. L'Algérie n'y est pas encore venue et il me semble que l'Égypte a un petit peu tiré parti de ça parce qu'il y a eu une augmentation de flux, mais c'est traduit par un flux entrant de joueurs originaires des pays de l'UNAF de plus en plus important en Tunisie. Pour donner une idée, actuellement en Tunisie, il y a 95 joueurs étrangers et sur ces 95 actuellement, il y en a 40 qui sont issus des pays de l'UNAF, qui sont sous contrat, dont une bonne vingtaine qui sont des arrivées de ce mercato, parce qu'il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de clubs qui ont tiré profit de cette nouvelle directive pour aller prospecter, en particulier en Algérie, parce que l'Espérance de Tunis a pris des anciens joueurs du Paradou, des internationaux U23, Benguit qui a joué au JO 2016 avec l'Algérie, Chetty qui est néo-international qui a été convoqué avec l'Algérie au dernier match amical. L'Espérance de Tunis, avec une couverture financière importante du fait des cadres qui sont partis, a pu s'acquérir plusieurs joueurs algériens. Et d'autres clubs, que ce soit les candidats au titre ou les plus modestes, ont fait pareil. Et donc, à terme, si ça s'accélère et que c'est toujours la Tunisie qui est toujours le seul point de chute, à terme, déjà, ça continue de vider le championnat algérien qui, du fait des nombreux départs vers l'Europe, vers le Golfe, voit en plus 15-20 de ses talents aller renforcer les rangs des clubs tunisiens. Mais surtout, à terme, si on continue d'aller se prospecter en Libye, en Algérie, pas encore au Maroc, mais on continue à en prendre plein, c'est les joueurs en formation, en post-formation locaux en Tunisie qui risquent de pâtir, de ne plus avoir du tout de temps de jeu parce qu'ils seront concurrencés par des jeunes plus talentueux qu'eux. Est-ce que, parce que là du coup on a parlé de l'Afrique du Nord, est-ce qu'on le voit ça aussi dans l'Afrique subsaharienne ? Peut-être par exemple on n'a pas encore trop parlé, si on a évoqué l'Afrique australe, mais par exemple du coup dans cette région-là avec l'Afrique du Sud qui est le pays majeur d'une région où en fait d'ailleurs l'Afrique du Sud est un peu le seul pays à subsister au très haut niveau. Ouais, c'est intéressant justement parce que voilà, il y a cet équilibre à trouver entre privilégier les joueurs locaux parce qu'il y en a besoin pour la sélection nationale. Voilà, là, je pense que la Tunisie souffre un petit peu quand elle voit sa voisine d'Algérie avec autant de talent. Ça doit faire un petit peu mal, quoi. Et l'Afrique du Sud, c'est intéressant parce qu'ils ont un championnat où il y a finalement énormément de joueurs locaux. Il y a bien sûr des joueurs étrangers, mais généralement les joueurs étrangers qui arrivent apportent une véritable plus-value aux équipes, un petit peu comme ça peut être le cas dans les championnats du Maghreb par exemple. Et c'est intéressant parce que ce championnat sud-africain où finalement c'est difficile pour les stars de partir, moi on peut faire un petit peu la connexion avec la Tunisie parce que c'est vrai que c'est assez similaire en fait dans les faits. Je sais pas, par exemple Sassi ou je sais pas, Ben Youssef et Sassi qui étaient les deux jeunes grands talents du championnat, je crois il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans. Qui étaient à Sfax, ils sont partis au FC Metz en 2015. Qui sont partis à Metz. Alors déjà, quand ils sont partis à Metz, ça s'était pas fait non plus idéalement. Je me souviens, les tractations avaient été assez importantes avant leur départ. Finalement, ils reviennent et puis ils repartent. Enfin, c'est assez compliqué. C'est un petit peu le cas aussi en Afrique du Sud où finalement, les joueurs qui partent en Europe, on les compte sur le doigt de la main. Percy Tau, qui a signé, je crois, à Everton. Finalement, il n'a pas obtenu son visa de travail. Il est obligé de jouer en Belgique. Là, il est en
Il a tourné à l'Union Saint-Gilloise. Non, il est au Club Bruges. Il est au Club Bruges. Il a monté quand même, donc il est quand même dans un bon niveau, dans un bon club belge. Mais voilà. Kermit Erasmus, je sais pas où est-ce qu'il en est, mais du coup, je pense pas qu'il était en situation d'échec aussi après. C'était à Rennes, je crois. Rennes puis Lens, qui était un peu en échec aussi. On a Lebo Motiba qui est à Strasbourg, qui a un petit peu brillé. Bon, là, début de saison un peu compliqué. On a Bongali Zungu à Amiens qui a une grosse blessure l'an dernier, mais qui arrive à se faire sa place. Il y a aussi Kigandoli, je crois, à Montpellier aussi, qui est sud-africain, qui joue pas tant que ça. Il joue quasiment pas. Il est remplaçant, en tout cas. Bon, je l'ai dans mon MPG, donc je sais qu'il joue pas beaucoup. T'as la preuve que ça se passe mal. mais ça rapporte 5 points les remplaçants qui jouent pas trop, donc ça va. Mais pour dire que vraiment on peut les compter sur les doigts de la main, parce que finalement les joueurs restent en Afrique du Sud. Par exemple, on peut prendre le cas de Kamal Biliat, la star du football zimbabwéen, qui est la star du foot sud-africain, qui était la vedette des Mamelodi Sundowns qui ont remporté la Ligue des Champions en 2016. Depuis, il est parti au Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs qui est une autre très grosse équipe sud-africaine, mais voilà, les transferts se font d'un club à l'autre. Même pour les joueurs étrangers, c'est un petit peu la même chose. Un autre joueur qu'on avait suivi aussi pas mal dans Africa, c'était l'attaquant néo-zélandais Jeremy Brockie de Supersport, qui ensuite avait signé à Mamelodi Sundowns. Ça se passe pas très bien, il n'a pas tant de jeu. L'année passée, il a pratiquement pas joué. Il part pas, il reste en Afrique du Sud, il va jouer dans une plus petite équipe à Maritzburg, toujours en première division. Mais voilà, les transferts se font à l'intérieur. Et là, j'ai noté, parce que c'est assez intéressant, les joueurs étrangers qui ont signé là, ce mercato-là. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, ils ont aussi le mercato, ils ont tourné leur championnat, enfin ils ont calqué leur championnat sur le calendrier européen, comme l'a fait la Confédération africaine avec des champions et tout ça. Donc c'est vrai que le mercato d'hiver a été assez important cette année encore en Afrique du Sud. Mais là, donc Mauricio Afonso, qui est un Uruguayen, qui joue à l'Alianza Lima, 14 buts, 5 passes décisives d'après Wikipédia, qui a donc signé à Mamelodi, qui est leur seule recrue. Voilà, donc ils vont chercher des joueurs étrangers. L'année passée, ils avaient recruté un autre Uruguayen, ils avaient aussi recruté un Brésilien. Si ça ne se passe pas, ça va continuer sa carrière dans un autre club du pays. Sinon, on a Orlando Pérez qui a signé Joris Del. Bon, ça, c'est un petit peu le cocorico parce qu'il ne joue pas tant que ça. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas ? Super expérience, en tout cas, jouer à Orlando Pirates, ça fait rêver. C'est pas Orlando en Floride, Orlando Pirates, c'est Soweto, c'est la banlieue de Johannesburg. C'est costaud, oui. En fait, des clubs de Ligue 2, parce qu'il a quand même une belle carrière, Joris Del, dans les divisions inférieures en France, c'est quand même original comme trajectoire. Ouais. C'est une belle expérience pour lui en tout cas. Je pense que le challenge de se dire qu'on va jouer dans un grand club d'Afrique du Sud qui joue la Ligue des Champions, tout ça, c'est... Et d'ailleurs, en parlant de Brook, le néo-zélandais, d'Afonso, l'uruguayen, on avait aussi parlé d'un autre latino, peut-être un colombien, je crois, qui jouait en Afrique du Sud à l'époque sur une brève Efrica. Castro, exactement. Qui jouait au Sundowns. Il me semble quand il la gagne, il est titulaire. C'est pas le meilleur joueur de l'équipe, mais il était titulaire. Tu as dit que de manière épisodique, il est arrivé d'avoir des latinos aussi en Afrique du Nord. Là, Joris Del en Afrique du Sud. Est-ce qu'il arrive quand même de temps en temps, manifestement oui, mais est-ce que c'est si épisodique que ça, et pourquoi qu'il y a des joueurs hors Afrique qui viennent dans les championnats africains ? Sans compter les binationaux. Si on enlève le championnat sud-africain, qui est un bon championnat, déjà, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est un championnat où il y a des droits télé. Tous les matchs passent en direct à Supersport, qui a une émission hebdomadaire. Enfin voilà, c'est un vrai championnat qui est suivi avec des lives et tout. Tout est très bien fait, donc forcément ça crée de l'argent, ça génère de l'argent, ça donne les moyens. Hormis l'Afrique du Sud, j'ai du mal à imaginer. Alors si le TP Mazembe avait fait venir Van Den Boer, le latéral belge d'Anderlecht, je crois qu'il joue encore à Anderlecht. Bon, il avait des origines congolaises, donc ça avait aussi un petit truc sympa par rapport à lui, ses motivations de ça. Bon, ça a été un flop. Mais sinon, c'est extrêmement rare. Il y a des joueurs français qui vont un petit peu en Angola parce que l'Angola a beaucoup d'argent. Par contre, après, quand on est sur place, on se dit où est-ce que j'ai mis les pieds, quoi, parce que le championnat d'Angola, c'est pas le championnat sud-africain. On va jouer dans des ambiances qui peuvent être parfois un petit peu dangereuses, délétères. Et on n'est plus trop, je sais pas où est-ce qu'ils en sont, Cabuscorp qui avait eu d'un coup une grande manne pour s'acheter Rivaldo, pour s'acheter Mputu, qui avait attiré Mputu. Mais c'est vrai qu'on voit plus, c'est moins vrai qu'à une certaine époque, mais il y avait eu une époque où il y avait des Brésiliens qui venaient en Tunisie et qui brillaient. Le plus bel exemple, c'est Francileudo Silva dos Santos, bien sûr, qui est venu à l'Étoile du Sahel. Champion d'Afrique 2004, joueur sochalien.
Et voilà, qui a Qui est fait devenu sa vie, tunisien, qui a fait sa vie après avoir deux belles années à l'Étoile du Sahel. Il remporte la C3 africaine. Et après, à son départ, du coup, il y avait toujours cette proximité qui a fait qu'il a été enrôlé par la Tunisie et naturalisé un peu avant la CAN. Et José Clayton, l'ancien latéral de Bastia, qui a joué à l'Étoile du Sahel à l'Espérance de Tunis, qui lui est un Tunisien d'adoption à part entière. Mais il y a eu plusieurs cas de Brésiliens qui ont brillé, que ce soit Ismaïl Pereira, que ce soit Danilo Petroli, qui était un meneur de jeu brésilien qui avait joué je pense qu'il avait fait plusieurs clubs de série B brésilienne, mais qui avait fait une saison magnifique en Tunisie avant de se trouver des contrats en Turquie. Et actuellement, on lui espère beaucoup de succès, le soyeux Vénézuélien Darwin Jesus, qui fait les beaux jours de l'Étoile du Sahel. Darwin Jesus. Darwin et Jesus, c'est voilà. C'est très antinomique. On ne pouvait pas faire mieux comme antinomique. Les parents sont balayés large. Ouais. Comme premier prénom et deuxième prénom, fallait y aller. Ouais. Dis-moi, Farouk, tu voulais nous parler un petit peu de la préformation aussi de la poste, avec un exemple de club qui bosse très bien, qui est le club qui bosse le mieux en Tunisie sur la capacité à attirer des jeunes talents africains, c'est le CS Sfaxien, qui a une belle capacité, lui, à repérer vraiment des talents entre 19 et 21 ans, les attirer, les mettre dans des conditions de concurrence conséquentes pour les faire monter en chauffe et arriver à les intégrer dans un cadre suffisamment favorable pour s'épanouir. Il y a deux exemples qui sont très marquants. C'est le Junior Ajayi qui avait fait 2 saisons magnifiques à Sfax avant d'être recruté par Al Ahly, qui était un très bon U23 nigérian, qui n'était pas si loin de la sélection nigériane. Et le milieu défensif qui est ensuite passé à Lorient, Brahima Didier Ndong, qui est devenu surtout connu avec ses années au CS Sfaxien et qui était venu donc à un âge fin dizaine, début vingtaine, et qui avait pris justement toute cette dimension-là parce que ce club-là l'avait mis dans de bonnes conditions pour s'épanouir. Ils essayent toujours plusieurs petits paris comme ça. Récemment, ils ont pris un jeune Zambien qui s'appelle Musonda. Ils avaient essayé de faire ça avec Mabidé, mais qui, pour des raisons de contrat un petit peu litigieux... en fait, s'il avait joué, ça se serait très très bien passé. Et ensuite, quand il est parti au Raja Casablanca, il est devenu titulaire en un claquement de doigts. Puis champion, finaliste de Ligue des Champions avec Vita Club, quand même, ce qui est pas rien. Mais disons que l'idée était là. C'était on chope un jeune de 20-21 ans qui est presque fini de former, c'est-à-dire on voit qu'il commence à monter en puissance dans les équipes locales où il est devenu un cadre et puis carrément il joue dans les championnats, dans les compétitions africaines. On le prend et dans le contexte très concurrentiel du championnat tunisien, on ne met pas beaucoup de temps à le faire monter en chauffe. Au bout d'une saison et demie, on a un joueur quasi complet et prêt à soit être titulaire pendant plusieurs années, soit à partir en Europe avec un gros chèque. D'accord. J'ai une dernière question, messieurs, d'ordre plus médiatique. En Europe et même dans le monde, les transferts européens, les grands clubs européens font les choux gras de la presse et de n'importe quel média d'ailleurs. Est-ce que en Afrique, le mercato africain, pour le coup, est médiatique? Est-ce que les pays parlent de leur propre mercato? Est-ce qu'il y a des coups continentaux, des coups de mercato continentaux qui retentissent dans toute l'Afrique? Dans toute l'Afrique, c'est quand même un peu enfin, c'est difficile de dire parce que c'est très vaste. Je veux dire, les Marocains s'intéressent pas forcément beaucoup à l'actualité de la Zambie ou du Mozambique. Juste quand ils affrontent un pays du pays concerné, ils se documentent, et encore. Mais sinon, c'est une grosse dominante, c'est les médias locaux centrés sur le média de leur club. Donc forcément, quand il y a des grosses ventes, ça fait la une. Mais... oui, pareil, là, ça va être surtout des phénomènes intra-communautaires. Parce que sachant que, donc oui, en effet, les pays semblent plus centrés sur eux-mêmes, mais on sait qu'aussi en Afrique du Nord, au Congo, en Afrique du Sud, on va jouer régulièrement la Ligue des Champions, parce que du coup, on ne s'intéresse pas au mercato des équipes que l'on a l'habitude de rencontrer. Le TP Mazembe, on en a parlé. Est-ce que les coups du TP Mazembe, est-ce qu'on en parle en Afrique du Nord? Parce qu'on sait que c'est un potentiel rival sur le plan continental. Je pense pas. Très sincèrement, je pense pas du tout. Je pense qu'ils vont découvrir l'équipe au moment où elle va se présenter à eux, 2 semaines ou 3 semaines, ou bon, ça dépend combien de temps avant la confrontation. Je pense pas qu'il y a autant d'analyses par rapport à ce que
font ou comment comment leurs adversaires construisent leurs équipes. Après, il y a des cas, oui, je pense, par exemple, on l'a dit, Ben Malongo. Voilà, ça a fait parler au Maroc, forcément, parce qu'il jouait, c'était le Raja. Le Raja, voilà, ça fait parler tout le Maroc. Ça a fait parler aussi le Congo, parce que TP Mazembe disait que non, il n'y a pas de raison qu'il parte, nous on ne veut pas qu'il parte. Donc forcément, les Congolais se sont aussi rassemblés derrière leur club. Donc oui, ça a fait parler. Maintenant, de là à dire que ça a franchi les frontières de ces deux pays, je pense pas. Après, j'ai un autre exemple aussi qui me vient, qui a pas mal fait parler cet été. C'était pas un joueur, c'était un entraîneur. C'était l'entraîneur de Orlando Pirates, qui est super connu, enfin qui est très connu notamment en Afrique de l'Est, le coach Michaud, qui a signé aux Zamalek, alors que il était sous contrat. Il était sous contrat en Afrique du Sud, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit quand je parlais d'Afrique du Sud, mais il y a la tendance là-bas, c'est très facile de se libérer de son contrat. Donc les joueurs partent, voilà, on est libre, on va dans une autre équipe, on se libère, on y va. Enfin voilà, ça permet de la fluidité. En Europe, il y a beaucoup plus de cas de résiliation comme ça qu'on a l'impression qu'elles tombent de nulle part. Et ça se fait beaucoup plus simplement. C'est le cas en Afrique subsaharienne, mais aussi dans plusieurs pays du Maghreb. On peut entendre parler d'une résiliation comme ça, assez brutale, et un joueur qui s'engage libre peu de temps après. Ouais. Et du coup, pour revenir sur le coach Michaud, lui, ça a fait parler parce que forcément, déjà en Afrique du Sud, ça a fait parler parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils partent. Orlando Pirates a joué avec des champions l'année passée. Enfin, ils étaient sur une dynamique d'essayer de retrouver un petit peu les sommets parce que ça a été un très grand club il y a les années 2000, ça remonte un petit peu maintenant, mais bon, c'est quand même pas si loin. Et ça a parlé aussi dans tous les pays, toutes les sélections notamment qu'il a entraîné. En Ouganda, on a parlé du coach Michaud qui s'en va. Au Kenya, on a parlé du coach Michaud qui s'en va parce que voilà, ça a fait parler. Il y a des fois des profils comme ça qui restent, même s'ils ont quitté le pays, on continue de suivre un petit peu ce qu'ils font. Et voilà, par exemple, le coach Michaud. Maintenant, c'est pas non plus, ça revient pas tous les 3 jours, c'est assez exceptionnel comme situation. Très bien. Après, pour revenir justement sur le fait est-ce qu'il y a une attention particulière à la stratégie d'un club étranger ou qui vient complètement d'une autre zone. Dans le cas du Maghreb, effectivement, il va falloir qu'on attende qu'un club adverse soit membre d'une affiche. On va l'affronter dans Ligue des Champions pour que des forums spécialisés sortent un peu des guides. Qui c'est qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont comme joueurs dangereux, etc. Mais ce sera ponctuel. D'accord, très bien messieurs. Eh bien écoutez, on a fait un bon tour d'horizon de comment faire un bon mercato ou comment se passe un mercato en Afrique. Merci beaucoup messieurs d'entamer cette 3e saison des Fricas. Merci beaucoup PM. Merci à vous. Sans vous, je ne servirai à rien. Non, tu vas fort. Merci Farouk. Merci et puis encore à très bientôt pour un bon nombre de matchs à regarder et à débriefer. Bien entendu. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Fricas. Salut les amis.